Pour commencer cet après-midi, donc, nous interrogeons la question de la résidence, du lieu de résidence, de la résidence comme lieu de production, de création. Je remercie Anne Stouvenel d'avoir accepté de faire cette modération pour cette belle table ronde. Anne est directrice du CNAI, on dit comme ça, membre du conseil artistique de Finistère, centre d'art insulaire et coprésidente d'Art en résidence. Voilà, je laisserai à Anne présenter nos 4 invités qui ont accepté d'échanger et de témoigner aussi de leurs actions. Je remercie Fred Stussin, photographe, d'avoir voulu aussi apporter son témoignage sur le dispositif Capsule dont il a bénéficié pendant 3 ans en fait, au sein d'une résidence à la Villa Perrochon à Niort, une résidence Capsule qui est portée par le ministère de la Culture. Je me permets de souligner ce dispositif parce que c'est un dispositif qui nous tient énormément à cœur, qui réunit 14 lieux de diffusion en France, voilà, que nous espérons faire grandir un jour. Et voilà, je remercie Fred d'apporter ce témoignage très précieux. Merci de vous installer et bon après-midi. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Oui. Alors, merci beaucoup pour cette présentation et je suis ravie de modérer cette table ronde intitulée « La résidence, lieu de production du commun », alors dont je vais vous présenter le contenu. Les artistes usent d'une méthodologie appropriée et ont besoin d'un temps dédié à l'expérimentation et à l'échange avec leurs pairs ou d'autres champs et contextes. Les lieux de résidence sont alors propices à ces moments de réflexion et de fabrication et vont souvent au-delà de la simple invitation à occuper un espace pour une période donnée. Les compétences des professionnels accueillants sont diversifiées et mises à contribution de ces projets sur mesure, puisqu'il va bien être question de ça. Accompagnement, collaboration, coparticipation, mentorat, les structures développent nombre de dispositifs dans une volonté de création et de production du commun. Ainsi, de l'accompagnement dans la préparation et dans la réalisation de la résidence au co-accompagnement par d'autres artistes ou des collaborateurs parfois hors du monde de l'art, les équipes créent des projets en résonance avec les territoires parcourus. Nous verrons dans cette table ronde 2 enjeux singuliers que nous retrouvons chez certaines structures de résidence, cherchant à développer une pratique vertueuse de l'accueil et du soutien. Le premier enjeu porte sur les possibilités qu'offre la mutualisation dans la recherche en art, tandis que le second vient interroger les capacités et moyens des lieux de résidence à créer du sur-mesure. Alors, j'ai donc le plaisir d'échanger aujourd'hui avec, pour partir du plus loin de moi, Ronald Reyes Sevilla, qui est co-directeur et fondateur de Dos Mares à Marseille, Frédéric Stussin, donc artiste photographe, Bénédicte Alliot, directrice générale de la Cité internationale des arts, et Philippe Guilloni, directeur de la résidence 1+2 à Toulouse. Je vais, avant d'engager la discussion sur le premier enjeu, qui porte sur la mutualisation, les moyens, l'intérêt de la mutualisation, je vais vous présenter brièvement le réseau Art en résidence, donc Art en résidence réseau national, puisqu'il il est important de savoir aujourd'hui de quoi on parle quand on parle de résidence. Alors je me permets cette brève présentation. Depuis 2010, Art en résidence réseau national travaille à la structuration, c'est important, et au renforcement de la visibilité des résidences dans le champ des arts visuels précisément. Il fédère des structures de résidence qui œuvrent au développement de la création contemporaine tout en garantissant les conditions de travail vertueuses aux résidentes. Fort de 46 structures, membres, rassemblés autour d'une charte déontologique qui constitue son fondement et formule ses valeurs, le réseau propose un espace d'échange et de réflexion autour de 4 objectifs principaux qui sont donc fédérer les membres, lieux de résidence en France, qui se retrouvent autour de la charte, valoriser les activités des membres, développer des outils de structuration et conseiller sur les bonnes pratiques, puisqu'il va être question aussi de bonnes pratiques cet après-midi, je me permets de préciser ça,
et présenter et promouvoir la pratique de la résidence dans le champ des arts visuels. Avec un principe fondateur que nous avons, qui est que pour nous, ce qui fait résidence, c'est un lieu qui accueille un artiste ou une artiste et qui lui laisse au moins 70% de son temps de travail consacré à sa pratique personnelle. Donc, autrement dit, pas beaucoup d'obligations, en tout cas pas au-delà de 30%. Et avec dans l'équipe une personne accompagnante pour l'artiste en résidence, et puis une rémunération. Donc, pour cela, pour toutes ces actions, nous sommes soutenus par la DGCA, Direction Générale de la Création Artistique, Ministère de la Culture, et puis sur des projets plus ponctuels, l'Institut français, la DAGP et d'autres partenaires, Carreau du Temple, entre autres. Alors, pour revenir sur les documents sources, puisque donc il est question aussi de bonnes pratiques, cet après-midi, je vous transmets quelques documents existants, donc la charte déontologique qu'on a créée en 2010, le contrat type de 2016 qui avait été réalisé par Art en Résidence et aussi le ZOPAV, la FRAP et les partenaires artistes. Donc ça, c'est un contrat type qui est important et qu'il est important de connaître quand on va commencer à imaginer de réaliser une résidence quelque part. Et puis, 3 fiches ressources. La première en 2021, administrer une résidence d'artiste, quelles questions se poser, là, clairement sur les obligations légales et les bonnes pratiques. La fiche ressources, mobilité internationale et réglementation, lors d'accueil d'artistes étrangers en France. Comment on fait avec les autorisations de travail, visa, sécurité sociale, fiscalité. Et puis, la dernière, la toute dernière, c'est pour une meilleure prise en compte de la vie familiale des résidentes. Donc, comment mieux accueillir les familles, qui est un assez grand débat dans le cadre de résidence. Je vous transmets aussi l'information qu'il y a un Padlet, un outil numérique qui existe, qui référence un peu tous les documents concernant les bonnes pratiques. Voilà, donc je vais passer au premier enjeu de cette table ronde. Alors, en photographie, comme en toute discipline artistique et par prolongement toute discipline scientifique, afin de développer leur pratique, les artistes usent d'une méthodologie appropriée et ont besoin d'un temps de recherche consacré à l'exploration, l'expérimentation, l'écriture, l'échange avec leurs pairs ou d'autres champs. La résidence est alors propice à ces temps de réflexion et de fabrication et parfois va au-delà de la simple mais déjà généreuse invitation à occuper un espace pour un temps donné. Des moments de rencontre sont souvent prévus et on peut imaginer une mutualisation des moyens et des enjeux. Pour ce premier échange, j'aimerais donner la parole à Frédéric Stussin, qui va nous transmettre un retour d'expérience, puisque tu as pu travailler sur une assez grande période dans un hôpital psychiatrique à Niort, projet orchestré, encadré, accompagné par la Villa Perrochon, qui a vu en fait favoriser une coparticipation clairement des patients. Voilà, donc je me permets de te présenter quand même rapidement, Frédéric, avant de te poser une première question. Donc, à la fois spécialisé dans les portraits de personnalités ou d'anonymes, notamment pour la presse, Frédéric, tu mènes en parallèle un travail plus personnel. Ton travail mêle étroitement exploration du réel et imaginaire. En 2022, tu publies Les Interstices, donc aux éditions Filigrane, fruit donc, de cette résidence de plus d'1 an d'immersion au sein du service psychiatrique de l'hôpital de Niort. Un projet qui a été exposé à Niort, à Strasbourg et prochainement à Athènes et à Chalon-sur-Saône, on le verra ensuite. Alors, Frédéric, dis-nous, lors des productions conçues avec les patients, quelle est l'implication ou le rôle, peut-être, ou peut-être pas, des publics ayant participé au projet ? Pardon. Du coup, la résidence, en fait, elle a commencé bien avant que moi j'arrive dans la boucle. C'est-à-dire que la Villa Perrochon, Centre d'art à Niort, voulait travailler avec un public dit empêché et à chercher à trouver les fonds nécessaires pour le mettre en place. Il y a eu le dispositif capsule qui est rentré, qui est apparu. Donc,
ils ont mis, avec le ministère de la Culture, le centre hospitalier de Niort et la Villa Perrochon, un appel à projet pour travailler plus d'1 an en hôpital psychiatrique. Moi, je suis toujours pas dans la boucle, donc ils ont écrit le projet, décidé de faire participer des patients dans le jury même de la sélection du photographe, pour ensuite choisir le photographe. Donc, ce fut moi. Et c'est vraiment une résidence qui a été faite en commun. C'est-à-dire qu'il y a eu moi, évidemment, mais il y a eu la Villa Perrochon, Patrick Delà, des bénévoles de la Villa qui m'ont aidé pour faire des tirages. Il y a eu l'hôpital, les infirmiers, sans qui j'aurais jamais pu rester autant de temps dans l'hôpital. Il y a eu les patients, évidemment, qui ont été complètement acteurs du projet. Et c'est une résidence que j'ai pu faire sur plus d'1 an de prise de vue, où j'ai allé 1 semaine par mois à Niort. Et ce qui permettait, pour des personnes psychiatriques qui sont anxieux, inquiets, d'être photographiés, d'avoir une personne étrangère au service, d'avoir cette régularité et d'avoir quelque chose de... finalement, c'est pas si compliqué, c'est pas si simple, c'est pas si dur d'avoir un photographe qui vient prendre des photos. Sachant que l'idée que j'ai défendue pour le projet, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'idée, en fait. Contrairement à un appel à projet où j'aurais pu dire, voilà, on va faire des portraits de patients, de ceci, de cela. Je suis arrivé en disant, moi, en fait, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Ce que je vous propose, c'est que vous me proposiez vous-même une image qu'on pourrait faire de vous. Et moi, avec ma technique, mes appareils photo, mes flashs, tout ce qu'il y a derrière, on va faire cette image ensemble. Donc, il y a, encore une fois, l'idée de travailler toujours ensemble. Donc, ça fait la villa, les infirmiers, les patients. Et tout ça fait que dans la marmite, à la fin, on a réussi à faire et le livre et l'exposition. C'est pas la bonne résidence. J'ai mis plusieurs images de différentes résidences que j'ai pu faire. Donc il y a une à Chalon-sur-Saône, une à Vichy, une au Liban et une à Niort, évidemment. Voilà. Est-ce qu'on peut parler peut-être de coparticipation ou de co-création ? Coparticipation complètement, co-création aussi. En fait, le but, c'est de travailler en commun, d'être accompagné. C'est-à-dire que moi, tout seul, ça aurait été compliqué. La villa m'a permis, bêtement, tout simplement, d'être logé sur place, de pouvoir venir sur place. Pareil, aller dans l'hôpital comme ça, les mains dans les poches, c'est un milieu fermé. Les gens ont peur de l'étranger, entre guillemets. Donc, les infirmiers m'ont permis de rentrer, de rester, et puis les patients qui ont accepté de jouer le jeu et de proposer des idées. Alors, même s'ils n'avaient pas des idées, on passait du temps à en chercher ensemble. Par exemple, avec un patient qui s'appelle Alain, on a pris un temps ensemble, 2-3 heures de discussion, il ne savait absolument pas quoi faire comme image, même ça le stressait. Et puis, donc, on discute, c'est léger, et puis j'apprends petit à petit que, en fait, il a été un musicien, il a fait plusieurs fois des tours en Europe, des concerts partout. Et s'était mis en place avec l'infirmier qui le suivait l'idée de refaire un album de reprise de Bossa Nova. Donc on est parti sur cette idée, c'est-à-dire que s'il y a un album, il faut une pochette d'album et une affiche de concert. Donc on a recréé cet univers Bossa Nova au sein de l'hôpital en prenant des bouts de bois de l'art-thérapie, un canapé déglingué, sa guitare, et en mettant moi mes flashs et en faisant poser d'une manière, on a obtenu cette image. Et est-ce que l'équipe, comment tu as été en fait accueillie par la structure ? Parce que là, aujourd'hui, on parle bien, d'où la présentation d'art en résidence, mais on parle bien de structure de résidence ou de centre de résidence, et pas de projet ponctuel. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a vraiment une équipe derrière qui t'accompagne. Ouais. Toi, tu n'as pas de compétences en encadrement de personnes en hôpital psychiatrique ? Aucune. Comment ça s'est passé et comment s'est passé du coup l'accompagnement ? Est-ce qu'il y a eu un protocole de départ imaginé par l'équipe pour t'encadrer ? Est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure en fonction de ton travail ? Et puis du coup, comment ça s'est concrètement passé avec les gens en fait ? Il n'y a pas eu vraiment de protocole. Le seul protocole qu'on a lancé, c'est je venais tous les mois 1 semaine. Ça a été mis en place dès le début de la première fois que je suis arrivé. Et ensuite, j'ai été totalement accompagné tout le temps. C'est-à-dire que moi, quand j'ai proposé le non-projet, quelque part, j'ai dit tout de suite que j'avais aucune compétence en psychiatrie. Je suis très mauvais tireur aussi, donc pour la partie technique photographique, je ne sais pas très bien imprimer les images. Donc en fait, j'ai été accompagné tout le temps. Les infirmiers m'ont clairement pris par la main
m'ont présenté les patients, m'ont fait le tour des endroits, et ils m'ont expliqué la psychiatrie, sans avoir une psychiatrie théorique. Voilà, telle personne a telle pathologie, ça amène ci, le traitement ça peut donner ça, etc., etc. Mais c'était pas le but, c'était pas que je devienne infirmier psy ou psy à la fin, c'était de comprendre un peu dans ce que j'évoluais, dans quel monde j'évoluais, et accompagné aussi par la Villa, parce que à la fin de chaque semaine, je voulais montrer ce que je faisais aux patients. Je voulais pas que ça reste caché, qu'il y ait un doute sur la pratique de la photo, où je prenais des photos peut-être cachées. Donc j'allais à la Villa faire des tirages, demander aux bénévoles de m'aider, et on faisait des petits tirages de lecture qu'on amenait à l'hôpital, qu'on déposait sur une table comme ça. Alors il y avait un jeu pour le patient qui avait posé, il pouvait partir avec, et un jeu pour que les autres voient ce qui a été fait. Donc au début, il y avait 3 images, et les 3 premières images que j'ai fait, c'est un arbre, une voiture et un parking, parce que je voulais montrer comment je photographiais, et qu'il n'y ait pas d'obligation de poser, parce que je leur ai dit tout de suite qu'il n'y avait pas... Enfin, un portrait, pour moi, c'est pas forcément le visage de la personne, ça peut être son livre de chevet, son vélo, sa voiture, etc. Et en fait, ils voyaient le truc évoluer, et ça les rassurait. Et du coup, les liens se faisaient aussi, parce qu'ils venaient en disant finalement, cette photo, je l'aime bien, j'aimerais bien la donner à ma maman, à mon frère, parce que je peux en avoir d'autres. Du coup, ils ont emmené aussi d'autres amis à eux, patients, en disant regarde, il a fait ça, c'est pas mal, est-ce qu'on peut voir? Et puis ça amenait aussi des vraies discussions, et là, c'était vraiment le truc, c'est que les retours pouvaient être cash, c'est-à-dire que une patiente, la première fois qu'elle a vu son portrait d'elle, elle a tilté, elle n'a pas du tout apprécié. Elle m'a dit qu'elle a pris un coup, comme si c'était un coup dans le ventre. Puis elle a réfléchi, elle est revenue et elle m'a dit en fait, Fred, c'est la première fois que je me vois en vrai. C'est-à-dire que la photographie, dans ce coup, c'était plus posé avec un joli sourire, avec un joli coucher de soleil. C'était son visage, le visage qu'elle avait le matin quand elle se regardait dans la glace. Il n'y avait plus de masque, il n'y avait plus d'artifice, il n'y avait plus de maquillage. Et de là, je me suis rendu compte que finalement, la photographie aussi était un peu médicamenteuse. Ça permettait à ces gens, mais j'ai photographié aussi les infirmiers, donc à tout ce personnel médical et les patients, de se réapproprier un peu leur propre image, dans l'idée que, je le dis très mal, et c'est une phrase de Susan Sontag qui dit que le photographe, à la base, il va photographier quelque chose qu'il trouve beau. On va rarement photographier quelque chose de très très laid, ou alors on le trouve très très beau. Et ça, ils l'ont en tête, c'est-à-dire que je vais photographier quelque chose que j'estime beau. Donc d'un seul coup, ils s'estimaient beau. Et même si la photo pouvait les déranger, comme Nathalie, où elle s'est retrouvée, elle trouvait ça violent, finalement, ils se sont trouvés beaux. Et toutes les images que j'ai faites, au fur et à mesure, en fait, ils ont toutes quelque part validé. Même s'il n'y avait pas d'idée de validation, mais à chaque fois que je présentais les images, en fait, ça marchait. Et ce qui marchait aussi, c'était l'instant de prise de vue. Parce que j'allais faire les prises de vue. J'étais accompagné par des patients qui m'assistaient pour trimballer mes flashs. C'est eux qui m'accompagnaient. Souvent l'infirmier aussi qui était à côté pour surveiller ou aider. Donc c'était toujours une petite équipe qui partait. Et c'était un moment un peu, je n'irai pas jusqu'à festif, mais un moment où il se passe quelque chose, où on peut s'amuser. Bon. Tu m'as confié que tu avais aussi obtenu une clé. Ah oui. Dans l'hôpital. Alors je mentionne ça parce que je pense que du coup ça signifie, tu vas nous expliquer ce que c'est, mais ça signifie quand même l'implication ou la confiance qu'on a pu placer en toi. Et du coup, donc là tu vas nous l'expliquer si tu veux bien. Oh, bien sûr. Et du coup, en quoi cette résidence a pu être assez en fait impactante pour ton travail, qui du coup là n'était pas du tout d'un point de vue considéré comme d'un point de vue plutôt de l'ordre de la commande, mais vraiment comme un endroit d'expérimentation et même du coup de production, parce que visiblement vous avez beaucoup produit. Oui, trop. Donc voilà, si tu peux nous dire vraiment quelle a été aussi l'importance de ce projet dans ton parcours. Alors pour revenir sur la clé, je vais en parler, mais j'ai pu arriver à obtenir cette clé, je l'ai expliqué, il n'y a pas de suspense, mais par cette résidence qui m'a donné du temps. C'est-à-dire que j'avais, on va dire, un package de 3 ans pour la réaliser. Alors il y a eu il y avait beaucoup de Covid entre-temps, donc c'était un peu compliqué, mais il y a eu quelques mois avant, je commençais prise de vue, 1 an de prise de vue,
et encore plusieurs mois ensuite de sélection d'images, de tirage, de scénographie, de maquettes de livres. Donc c'est vraiment le temps où il n'y a pas de nécessité aussi d'avoir un résultat, contrairement à une commande, qu'elle soit en presse ou commerciale, où quand on est commandé, on doit envoyer la photo et elle doit être comme l'a demandé ou le DA ou le directeur de création, etc. Là, en fait, on est libre. Finalement, la Villa Perrochon, si j'avais envie d'exposer que 2 photos, on aurait estimé que c'était que 2 photos, on aurait mis que 2 photos. Il n'y avait pas une charte dite qui disait que voilà, c'est 50 photos au final, etc. etc. Et tout ce temps passé au sein de l'hôpital, au sein de la villa, a permis justement à ce qu'un infirmier me confie une fois, parce que je photographiais beaucoup les gens, et puis je demandais aussi à aller traîner dans les couloirs de l'hôpital, et je voulais travailler dans un service fermé. Le service fermé, c'est vraiment là où les patients sont le plus en détresse, ils sont enfermés. Et je voulais travailler sur ces petites je dis cellules, c'est pas joli, mais ces petites chambres, ces petits couloirs, sans gêner personne. Et une infirmière me dit, il n'y a aucun problème, tu viens à 10h, ils sont sortis en balade, etc. De 10h à midi, il n'y a personne, et je te donne la clé. C'est-à-dire que la clé d'un infirmier psy, en fait, on lui donne au début de sa carrière, et il la rend à la fin de sa carrière. C'est-à-dire que s'il la perd, c'est un peu compliqué. C'est une clé qui ouvre toutes les portes de l'hôpital. Je pouvais aller prendre des médicaments, je pouvais aller prendre l'argent, je pouvais aller même dans d'autres lieux, parce que je crois que ça marche aussi dans d'autres hôpitaux. Donc elle m'a donné cette clé, comme si elle m'avait donné quelque chose qui était finalement sans importance, mais qui est très important, sans me mettre de pression. Mais tout ce temps passé, comme elle savait que j'étais là, que je venais toujours, il n'y a pas eu ce stress de « alors attends, tu viens à 10h et puis je t'accompagne ». Et on m'a laissé tout seul. J'ai pu photographier ce que j'ai voulu. Personne n'a regardé, checké, surveillé. Parce que la confiance savait que j'allais pas faire de coups en douce, ou, etc., etc. Par le temps passé de la résidence. Ok. Merci beaucoup. On pourra revenir après sur l'après-résidence, oui. Qui est aussi un gros morceau. Dans la question de la mutualisation et de l'intérêt de la mutualisation, on le voit là avec des gens, simplement, et puis des équipes. On peut imaginer aussi, étant donné que la résidence d'artiste est un cadre de recherche, le lien aussi avec d'autres disciplines. Alors, pour ça, je vais interroger Philippe Guioni, qui donc dirige 1+2 Résidence à Toulouse, qui est un lieu dont tu vas nous parler, qui crée un lien entre la photographie et les sciences, et crée un véritable compagnonnage, donc en invitant un photographe confirmé ou une photographe, 2 artistes émergentes et un parrain ou une marraine du monde scientifique de Toulouse-Occitanie. Donc, Philippe, je te présente rapidement. Tu es historien de formation et tu revendiques une photographie documentaire autour des thèmes de la mémoire et de la construction identitaire. Tu es représenté par la Galerie Polka à Paris. Depuis 2016, donc, tu es directeur de la résidence 1+2, qui est par ailleurs membre d'Art en résidence, qui est un programme annuel de résidence artistique associant donc photographie et sciences très précisément. Et donc depuis 2021, tu es délégué général du prix Photographie et Sciences. Alors, donc comment, dans ta structure, vous gérez et vous générez des projets alliant différents domaines, mais fondés sur une réelle réciprocité, puisqu'en fait, quand on associe bien souvent art et sciences, le point central est quand même là, de comment on fait pour ne pas donner une illustration d'un propos scientifique ou vice-versa, mais de vraiment créer une réelle réciprocité. Alors, est-ce que ça existe et comment vous le faites ? Je ne sais pas. Bonjour Anne, merci au ministère de la Culture et à la DGCA pour l'invitation. Alors oui, la résidence 1+2, c'est un programme jeune, 8 ans, création fin 2015, lors d'un colloque fondateur au musée d'art moderne et contemporain Les Abattoirs à Toulouse, puisque nous sommes ancrés à Toulouse, même si nous voyageons dans l'ensemble de l'Occitanie. Et en effet, toute l'année, on fabrique 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 résidences au total. Tout ce que nous fabriquons, puisque c'est notre identité propre, c'est de la résidence de création.
C'était l'idée de départ, mais quand j'ai créé ce programme à Toulouse, vous le savez, Toulouse est une ville où la photographie est très prégnante, il y a l'histoire du château d'eau, il y a l'histoire de Jean Dieuset, de Germaine Chaumel et bien d'autres, mais il n'y avait pas de programme systématique de résidence dédié au médium de la photographie. Il y avait des initiatives, de très belles initiatives, mais il n'y avait pas cette récurrence. D'où l'acte de créer un programme de résidence sur la photographie, mais il m'a semblé une idée, une envie, un engagement peut-être, de voir comment la photographie, sous toutes ses formes, sur toutes ses esthétiques, pouvait croiser, pouvait s'interroger, pouvait interagir avec la science, les sciences, toutes disciplines confondues, puisqu'à Toulouse, comme dans d'autres grandes villes, il y a un écosystème scientifique très riche. Et donc j'avais simplement envie de voir comment ça pouvait matcher. Comment ils pouvaient, photographes, artistes d'un côté, scientifiques de l'autre, et j'insiste, toutes disciplines confondues, pouvaient, sur la même ligne de départ, se retrouver quelque part sur un oasis de création qui peut être celui de la résidence, où parfois les mots n'ont pas le même sens, mais on se respecte, on s'écoute et on crée quelque chose ensemble. On part toujours d'un programme photographique, d'un programme artistique. Il y a des jurys sur lesquels les représentants de la culture, de la photographie sont aussi importants que ceux des sciences. Je précise des jurys en public, parce que pour moi, chaque jury est aussi un moment d'explication de ce que peut être le croisement des disciplines, l'hybridation des disciplines. Donc tous nos jurys sont en public, et pour moi c'est très important. Le prochain sera le 15 octobre à Toulouse. Et donc depuis 8 ans, nous construisons, je crois que nous en sommes à 47 résidences, et je dirais c'est notre particularité, s'il y en a une, résidence 1+2, photographie et sciences. Et le 1+2, je le précise aussi, puisque quand j'étais photographe, j'étais invité à participer à des résidences, et parfois ce qui me manquait, c'est que j'avais le sentiment parfois de me retrouver un peu seul, invité sur un territoire, merci, invité dans une structure, merci, mais finalement qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Comment j'interagis avec un public, un territoire, des gens? Et donc 1+2, c'est une tentative, c'est un laboratoire d'essayer de voir comment ce jeu à 3, un photographe de renom qui a un parcours, qui a une identité, qui a fait des expos, qui a déjà édité. Cette année, c'est Almudena Romero, ça a été cité par Michel Poivert ce matin, qui est notre parrain d'honneur de ce programme depuis longtemps, longtemps présent en tout cas par son engagement, et deux jeunes photographes qui, via un appel à candidature, proposent des projets photographie et sciences. Et les scientifiques ont un rôle très important dans le choix aussi des photographes qu'ils peuvent accompagner. Sans la communauté scientifique, nous, Résidence 1+2, on ne sert à rien puisqu'on ne peut pas construire. Et donc chaque année, les thématiques changent, chaque année les profils changent, chaque année les domaines scientifiques interpellés évoluent. Et c'est passionnant puisque pour moi, dans le rôle qui est le mien, de directeur, c'est un poste d'observation privilégié de notre société, de notre époque, de comment la photographie fait récit, puisque finalement, au final, c'est ça l'idée, de faire récit, en mélangeant les disciplines, en mélangeant les esthétiques. Et donc, notre spectre de création est très large. Il y a quelques semaines, nous avons invité Guillaume Herbeau pour travailler dans les collections du Muséum de Toulouse à partir d'un fonds méconnu, le fonds Truta. Guillaume n'avait jamais fait ça. Vous connaissez Guillaume Herbeau, un photojournaliste. Donc c'est l'idée aussi d'inviter des photographes à contre-emploi et parfois des photographes plus attendus, entre guillemets, tout ça, sur ces thématiques au croisement des disciplines. Par exemple, cette année, dans quelques mois, à Toulouse, là où je vous montre ça, mais c'est vraiment totalement en construction et en co-construction, Almudena Romero, que je salue à distance, Théo Bécher, que je salue à distance, et Marion Elena, que je salue puisqu'elle est dans la salle, avec voilà, des programmes. Et encore une fois, beaucoup d'échanges. Alors on expliquera tout à l'heure peut-être quelle est la part des scientifiques, comment ils interagissent, comment ils construisent. Ce n'est pas simplement des échanges par mail, ça va beaucoup plus loin que ça. En tout cas, pour moi, dans le rôle qui est le mien, laboratoire d'idées, et concrètement, c'est une autre façon peut-être de fabriquer de la photographie. J'ai beaucoup aimé le terme ce matin de Michel Poivert de régénération, c'est exactement ça. Donc à partir de là, on prend des risques, on construit, les photographes interagissent. Guillaume Herbeau, Maryl Nanier, Colline Jourdan, Alice Palot, Émeric Luisset, etc., des photographes aux esthétiques très différentes. Ce que je veux dire aussi, c'est que la résidence, bien sûr, elle est ancrée à Toulouse. C'est une résidence quasiment d'1 an entre le photographe quand il est choisi, le photographe quand on se dit au revoir momentanément, il se passe quasiment 1 an. 1 an de vie commune, 1 an de vie à distance. Mais ce que je voulais dire, c'est que
Ancrer une résidence à Toulouse, c'est important. C'est un territoire de vie, un territoire de collaboration pour les uns et pour les autres, mais chaque photographe essaie de répondre à des enjeux plus universels, plus contemporains, sur les mobilités, le réchauffement climatique, les identités, qui nous sommes, où on va, comment on y va, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et ça, du coup, j'insiste parce que une résidence, pour moi, c'est ça. Je trouve que c'est déjà une spécificité française. Il y a beaucoup de résidences en France. Et nous, on a essayé de la thématiser, photographie et sciences. Alors, vu la durée de la résidence et le fait qu'il soit plusieurs, est-ce qu'on peut parler même de communauté? Totalement, c'est l'idée. Dans le sens où, en fait, moi, j'aime à imaginer que quand j'accueille des artistes en résidence et qu'ils font des choses après la résidence qui m'échappent complètement, c'est la grande réussite, puisque ça a produit au-delà. Est-ce qu'on peut voilà, imaginer la création vraiment de véritables communautés chez toi? Et puis, du coup, quel est justement le rôle des chercheurs ou chercheuses qui viennent dans ces résidences? Comment ces personnes arrivent à s'intégrer au sein de cette communauté donc de photographes, et peut-être avec quelle méthodologie vous utilisez pour justement créer du commun? Tout à l'heure, j'ai cité Michel Poivert comme notre parrain d'honneur. Vous connaissez Michel, il était encore là il y a quelques heures et peut-être qu'il est dans la salle. Vous connaissez également Emilia Genoardi qui nous accompagne cette année dans un rôle de marraine. Et si je dois rapidement poursuivre les présentations, il y a donc toute une communauté scientifique avec la figure tutélaire de Catherine Jandel, une des plus grandes océanographes, directeur de recherche au CNRS à Toulouse, et qui nous accompagne et qui aussi facilite, puisque chaque projet photographique, vous l'avez compris, est l'élu d'un jury. On est au mois d'octobre. Pendant 4 mois, il y a des préparations souterraines de discussions, d'échanges. Les photographes, dans leur projet de candidature, font des propositions sur qui, éventuellement, avec qui ils auraient envie d'interagir, de co-construire. Des fois, c'est pertinent, des fois, ça l'est un peu moins. Notre rôle, tu l'as très bien dit tout à l'heure, est d'accompagner de manière souterraine. Nous, en tant que résidence 1+2, nous sommes une petite équipe dynamique, mais une petite équipe. Et donc, encore une fois, moi, sans la communauté scientifique, je ne peux rien faire. Je ne sers à rien, quelque part. Donc, pendant 4 mois, il y a des discussions, des échanges, des affinités qui se créent. Ce qui veut dire que les photographes, quand ils arrivent concrètement 2 mois en résidence à Toulouse, on loue, mais on ne les loge pas à Toulouse, on les loge à 40 km au sud de Toulouse, face aux Pyrénées, pour répondre aussi à des engagements sur l'éco-responsabilité sur lequel nous sommes depuis plusieurs années. Donc ils sont dans une grande maison à la campagne, pour nous c'est très important. Et les photographes sont là, les scientifiques sont là aussi. Et il y a 50 jours de production, mars, avril, ce qui veut dire que c'est une course effrénée pour faire un corpus d'images qui, après, a vocation à se retrouver là aussi sur 3 supports, 1+2, une exposition, qu'elle soit individuelle ou collective, un coffret d'ouvrages aux éditions Filigrane, une collection de Toulouse, je crois qu'on doit être à 22 ou 23 livres, des petits livres, mais qui sont aussi des passeports pour demain, notamment pour les 2 plus jeunes photographes, et un colloque. Cette année, il aura lieu le 14 octobre à Toulouse, au musée des abattoirs. Le colloque n'est pas la succession de discours préécrits. Le colloque, il est la succession de tables rondes encore ouvertes où les quiproquos sont expliqués. Les mots n'ont pas forcément le même sens entre artistes et scientifiques. J'en étais convaincu, mais je l'expérimente chaque année. Et ça, c'est très important pour nous. Donc en fait, finalement, une résidence, pour moi, à Toulouse, c'est un moyen, un outil, un prétexte pour que les gens qui, a priori, n'avaient aucune chance de se rencontrer, se rencontrent. Ils sont photographes, ils sont scientifiques. Et à partir de là, tout est possible. Et notre rôle en tant qu'équipe 1+2, c'est rendre le champ des possibles, même si ce n'est pas toujours évident, puisque, encore une fois, il faut mobiliser. Et la création, parfois, accouche en tout cas, est la résultante de moments de doute. Tout ça, vous le connaissez par cœur, mais on est aussi dans la gestion de l'humain. La résidence est avant tout de l'humain. Merci. Alors, quand on parle de mutualisation, alors on le voit avec des publics, des habitants, des chercheurs, chercheuses, on pense aussi à la mutualisation entre structures. Oui. Alors, nous avons Bénédicte Alliot avec nous, justement, qui va nous parler de ça, directrice générale de la Cité internationale des arts à Paris, qui donc organise énormément en fait de projets en partenariat, co-organisés,
Donc, qu'est-ce que ça signifie pour les structures? En quoi la mutualisation est bénéfique pour les artistes? Et là, précisément, les artistes photographes, puisque nous allons parler du projet Picto, par exemple, mais d'autres projets dont Bénédicte va nous parler. Donc, Bénédicte, je te présente rapidement. Tu fus directrice de l'Institut français d'Afrique du Sud à Johannesburg, attachée culturelle à l'ambassade de France à New Delhi en Inde, et directrice du pôle saison à l'Institut français à Paris. Donc, depuis 2016, tu diriges la Cité internationale des arts à Paris qui accueille en résidence 325 artistes de toutes disciplines, nationalités et générations sur 2 sites, donc Le Marais et Montmartre. Alors, Bénédicte, justement, comment envisager le temps de recherche en photographie et peut-être au-delà aussi, dans le cadre de résidences co-organisées? Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. En fait, à la Cité internationale des arts, on est une fondation reconnue d'utilité publique et tous les programmes sont conçus, à l'exception de quelques rares, mais toujours avec des partenaires, y compris le ministère de la Culture, avec lequel on travaille. On a développé plusieurs programmes pour des artistes en exil, accueil d'urgence, mais aussi autour des artistes francophones depuis plusieurs années. Donc voilà, c'est ce type de partenariat. Et on a 150 partenaires pour répondre aussi à des mises en place de résidences qui s'inscrivent soit sur le sol, enfin, sur le territoire français et ultramarin, mais aussi, bien sûr, d'où l'adjectif auquel je tiens beaucoup, à l'international. Ceci étant posé, vous dire que depuis 1965, on va bientôt fêter les 60 ans de cette bientôt vénérable maison, on a toujours accueilli des artistes de toutes disciplines et sans limite d'âge. Donc on est autant sur l'émergence que sur aussi des invitations à des artistes confirmés, voire extrêmement confirmés, et ça concerne aussi la photographie. Alors sur la photographie, jusqu'à très récemment, puisque moi je suis arrivé qu'en 2016, le projet d'établissement que j'ai mis en place avec l'équipe date de 2017, c'est au regard de l'échelle et de la taille de la Cité internationale des arts, c'est pas très loin. Et donc en fait, c'est à partir des dernières années qu'on a souhaité, pour certains programmes, les flécher plus sur des pratiques. Donc d'où des programmes autour de la photographie avec Pictolab, mais aussi grâce aussi à un partenariat qu'on a monté, une complicité de voisinage avec la Maison européenne de la photographie, puisqu'avec la Maison européenne de la photographie, la collection Mathias et Gervais Ridon, on a monté un programme pour accueillir des photographes du continent africain et plus particulièrement subsaharien. On en est à notre 2e édition et nous avons ainsi la joie de découvrir des scènes qui sont assez méconnues en France, puisque nous avons pour le moment un jeune photographe extrêmement talentueux du Botswana. Le Botswana, déjà, faut réussir à le mettre sur une carte. C'est pas forcément évident. C'est un pays aux scènes artistiques extrêmement méconnu en France. Et ça fait partie de nos responsabilités. Hein, c'est de pouvoir aussi tirer ses fils. Donc avec la Maison européenne de la photographie, on a aussi à cœur de pouvoir valoriser non seulement les expositions de la MEP, mais aussi du coup de pouvoir créer une espèce d'écosystème et d'entourage pour les photographes qui sont en résidence à la Cité internationale des arts. Donc quand Boris Mikhaïlov, il y a eu l'exposition Boris Mikhaïlov est venu à plusieurs reprises à la Cité offrir une forme de mentorat, de compagnonnage aux photographes qui étaient présents. On a aussi construit une journée, une soirée autour d'une œuvre inédite de Mikhaïlov que Boris a sortie et a exposée à la Cité. Et ça nous permettait aussi là des mises en lien avec des artistes divers, français, des photographes aussi et des performeurs français et aussi ukrainiens et russes. On a fait la même chose avec Zanele Moholy. Et Zanele Moholy, non seulement est venue aussi à la Cité, c'est une ancienne résidente de la Cité, donc on s'appuie beaucoup sur
le réseau d'anciens résidents bienveillants et qui nous font, non seulement leur témoignage est important, mais par exemple dans le cadre de Mouholi, comme dans le cadre d'autres artistes, d'autres pratiques, c'est ensuite des acteurs, des actrices, des artistes militants, mais qui sont très engagés aussi dans l'accompagnement post-résidence. Et donc, Zanele, par exemple, elle, a à cœur d'accompagner les artistes sud-africains qui vont rentrer au pays et qu'elle accompagnera avec ses équipes là-bas. La question de la post-résidence, tu le disais, elle est assez cruciale et elle peut être assez anxiogène, en tout cas pour un certain nombre, je crois, d'artistes. Et c'est vraiment quelque chose, cet accompagnement-là, il est très très important à maintenir. En revanche, nous on reçoit, voilà, juste pour vous dire, je ne vais pas quand même non plus vous raconter n'importe quoi pour ce qui me concerne, puisqu'on accueille en moyenne près de 1000 artistes par an. Il est clair qu'on n'accompagne pas, on n'est pas en capacité d'accompagner 1000 artistes par an. Et puis en plus, ça tombe bien, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas tout à fait ce souhait-là. Ça, c'est une chose, avec des structures, des organismes comme Pictolab, on s'est rapproché, parce qu'effectivement, c'était aussi pour pouvoir valoriser et accompagner un artiste, un photographe, que nous, en interne, on ne saurait pas accompagner. Ce niveau de technicité, de très grandes performances techniques. On est aussi dans géographiquement, on est voisins. Et donc, le programme, qui est un programme assez vertueux, s'est mis en place. On en est à la 3e édition. Thomas Paquet a ouvert hier une installation à la Cité, justement, qui montre les travaux en cours, qu'il fait à la Cité et chez Picto. Et donc on espère effectivement, comme le bon vin, une résidence d'artistes, ça se bonifie avec le temps, et donc on espère que ce partenariat se poursuivra, puisque année après année on perfectionne et on affine ensemble cet accueil et cette hospitalité au sein de la résidence. Mais vous dire aussi que dans l'écosystème de la Cité, on est, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment souhaité, parce que ça reflète, je crois, le monde artistique et culturel contemporain dans lequel on vit. Ce n'était pas tout à fait le cas quand je suis arrivé en 2016. Bon, il y avait plein de choses qui étaient assez édifiantes quand je suis arrivé en 2016, mais on en parlera une autre fois. Mais c'était une forme de cloisonnement des disciplines. Il y avait les arts visuels d'un côté, et puis la musique de l'autre, et puis ceux qui faisaient du cinéma, ceux qui faisaient donc de l'image en mouvement, mais ceux qui faisaient aussi du spectacle vivant. Ils avaient du mal à s'y retrouver et savoir où postuler. Donc en fait, on a donc beaucoup promu ça. On a beaucoup promu aussi les écritures, et notamment les écritures photographiques, font partie aussi de ces écosystèmes-là. Et on a souhaité aussi décloisonner toutes les pratiques. Donc on a beaucoup de programmes aujourd'hui qu'on a mis en place avec des partenaires internationaux ou français, privés ou publics, qui sélectionnent des candidats à partir de thématiques. Mais on aura donc on peut avoir des photographes. On a eu, justement, on en parlait parce que c'est une artiste qui est passée aussi chez Philippe. On a eu Laure Winans l'année dernière. En 2021, elle était chez Philippe. Et donc Laure Winans, elle travaille notamment sur les régions polaires. Et elle est venue poursuivre sa recherche et préparer une prochaine expédition en région polaire à la Cité, dans le cadre d'un programme qu'on a co-construit avec la Banque européenne d'investissement au Luxembourg l'année dernière. Et où elle était dans une promotion d'artistes, photographes, mais aussi plasticiens, mais aussi performeurs, performeuses. Donc on a beaucoup à cœur, nous, de travailler sur du commun qui peut être en termes de promotion. On a là 5 lauréats, 6 lauréats, on avait l'année dernière dans ce programme, puisqu'on avait aussi pu accueillir une artiste ukrainienne. Et on a à cœur de travailler et d'accompagner ensemble cette promotion et de stimuler, ce que tu disais, les échanges interpratiques. Donc pour nous, ça c'est très important. Peut-être signaler, pour finir, qu'on se fait accompagner par des professionnels. Enfin, à Paris, il y a les foires d'art qui viennent nous voir, qui vont à la rencontre des photographes, mais on a aussi toute une communauté de professionnels internationaux de passage à Paris, ou qui sont effectivement parisiens, et qu'on invite régulièrement. Mais on a aussi des photographes extérieurs, des professionnels, qui nous aident tant au niveau de l'accompagnement d'artistes individuellement,
puisque tout le monde vient, tout artiste vient sur la base d'un projet à la Cité, donc il les accompagne individuellement, mais aussi collectivement. C'est une forme de mentorat qui se décline. Donc Bruno Boudjelal, qui a aussi été le commissaire de 2 grandes expositions à la Cité, une sur la jeune scène algérienne et une sur la scène égyptienne, est un fidèle. Tendance Floue, que nous avons invité à 2 reprises, a aussi curaté des open studios à la Cité. C'est des vieux amis, donc ils sont quasiment à la maison quand ils viennent à la Cité. Mais voilà, des professionnels artistes nous semble aussi, ça nous semble super important aussi que les artistes puissent parler aux artistes au-delà de ceux des 300 et quelques qu'ils vont rencontrer toutes les semaines au cours des Open Studios. On a un rendez-vous tous les mercredis de 18h à 21h. Il y a des Open Studios, il y a des moments de rencontre, il y a des grandes expositions sur la photographie et l'image en mouvement dans notre grande galerie dans le Marais. On vient de terminer une exposition assez remarquable, je le dis parce que c'est pas moi qui étais commissaire, sur justement les anciens et les actuels artistes qui sont passés et par le Frénois et qui sont à la Cité internationale des arts sur l'image en mouvement et sur la photographie. Et voilà, et aujourd'hui on vient d'ouvrir, il y a beaucoup de photographies, d'images en mouvement aussi, une exposition d'artistes en exil sur la guerre qui s'appelle « Quand l'inconcevable prend forme » d'une commissaire ukrainienne qu'on accueille depuis la guerre. Merci. Alors, on l'a compris, vous êtes très orienté dans la rencontre, le co-accompagnement avec d'autres structures et aussi par le fait de décloisonner les disciplines et de faire se rencontrer les uns les autres, ce qui participe à la création de la recherche. Qui sont donc distinguent en fait la résidence du séjour de prospection ou du voyage. Voilà, on est vraiment là sur des endroits de recherche. Et quand on parle de recherche, puisque c'est bien le projet central des lieux de résidence, inévitablement, enfin en tout cas pour ma part, je pense à la question méthodologique. Comment est-ce qu'on envisage la méthodologie de la recherche en art et précisément dans le cadre de résidences d'artistes? Voilà, donc je vais passer la parole à Ronald Reyes Sevilla, qui est co-directeur et fondateur de Dos Mares, donc Dos Mares qui est membre d'Art en Résidence Réseau National. Vous préparez chez vous chaque résidence avec des partenaires dans le monde, en fait, principalement au sud de la France et Sud-Amérique. Pas que. Dans le monde. Et donc, vous imaginez, enfin, toi en tout cas, puisque j'avais pu t'entendre sur cette question-là précédemment, tu as un lien un regard assez particulier sur la méthodologie de la recherche scientifique à la fois fondamentale et appliquée. Et donc, je te présente rapidement avant de t'interroger sur une première question. Donc, Ronald, tu es artiste et curateur de recherche franco-costaricien. Tu as suivi une formation en ingénierie en art au Costa Rica et à l'école de photo d'art en France. Après 7 ans au sein d'Agence de presse internationale, tu rejoins l'équipe culturelle de l'Institut français du Costa Rica en 2012. Et 1 an plus tard, tu t'installes en France pour fonder Dos Mares et développer différents projets curatoriaux. Tu es chargé du développement des projets, donc de mobilité internationale. À ton avis, et dans ton expérience de la résidence au quotidien, quel lien existe-t-il avec d'autres domaines d'un point de vue méthodologique? Oui, dans notre cas, Dos Mares, les choses qui nous intéressent, c'est vraiment travailler la recherche en art. C'est notre axe initial de notre ADN, surtout qu'on est deux artistes, Laurent et moi, à l'origine des Dos Mares et des curateurs. Donc, on va développer une approche, avant qu'opérateur culturel, une approche de réflexion artistique qui va faire des propositions au fur et à mesure depuis 2013 en tant que curateur. Curateur, pas commissaire. Et la méthodologie qu'on approche dans la résidence de recherche s'apparente à celle de l'archéologie. Ça veut dire que dans un moment donné, la recherche avec un artiste avant de partir à un pays étranger, c'est le moment dans lequel on peut imaginer avec cet artiste qu'est-ce qui va passer ailleurs. Quel va être le terrain de travail, et les potentialités, et les problématiques, comment trouver des solutions. Et la deuxième phase, on la voit plutôt comme l'immersion
Et un peu dans l'archéologie, ça veut dire qu'on va faire des prélèvements sur le terrain. Et qu'est-ce qui se passe in situ, et comment réagissent les choses, comment je confronte la pratique artistique dans un contexte différent, et comment je fais des espaces de partage. Et le commoning, c'est au sein de notre réflexion depuis toujours. Et une fois que toutes ces parties d'immersion est abouties, l'artiste il rentre en France et on part plutôt dans le déploiement de la résidence. Ça veut dire qu'on va travailler avec tout l'échantillon, la récolte de la résidence pour faire une analyse et des projections. Ça veut dire que pour nous, la résidence, il vient à s'ancrer dans une réflexion plus holistique de la démarche artistique du travailleur de l'art. Ce n'est pas one-shot. Pour nous, la résidence one-shot, un projet ici, un projet à droite, dans lequel on peut instrumentaliser l'Amérique latine, l'Afrique ou l'Europe, parce que aussi ça arrive que des contextes d'ailleurs vers l'Europe, ça arrive ce type d'instrumentalisation. Ce n'est pas vraiment les choses qui nous intéressent. On ne veut pas que l'artiste travaille avec une chose spécifique du terrain dans lequel il va travailler. De toute façon, la ville dans laquelle il va travailler, il va amener des références, des relations, et va enrichir. Ça veut dire que ce n'est pas déterminant ni limitant le terrain de travail. Et c'est pour cette raison qu'on ne standardise pas la résidence à Dos Mares. Ça veut dire qu'on ne va pas faire une programmation de 12 résidences de 4 mois chacun. On va travailler avec les partenaires, comprendre les territoires dans lesquels on va travailler, autant ici comme en Indonésie, Australie ou peu importe où, pour imaginer quel type de résidence il faut proposer. Donc on va distinguer la résidence de recherche, la résidence de création, la résidence de production, à tel point qu'on a créé une résidence de formation qui s'appelle la clinique pour artistes, qu'après je vais parler plus tard. Et dans ce sens, les choses qui nous intéressent aussi dans la résidence de Dos Mares, c'est surtout que ça, c'est un peu les choses qu'on fait. Ça veut dire que la résidence internationale de recherche en art, c'est la genèse de qu'est-ce que c'est Dos Mares. À partir de ça, on va créer un organisme de formation qui s'appelle la Clinique pour artistes. Et le site web, c'est clinique.lol. Donc aussi, dans notre démarche artistique, il y a beaucoup d'humour, de dérision, de décalage. Et en même temps, la résidence internationale, elle va nous poser un problème. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe quand les artistes ils sont en travail alimentaire full-time, mais en même temps, ils continuent à avoir une pratique artistique. Donc, on va développer les ateliers de mutualisation espace-copie. En même temps, ces mutualisations deviennent en 2020 un tiers-lieu à la gare de la Blancarde à Marseille et qui nous amène d'une autre façon à créer la résidence de création. Donc, toute la réflexion qu'on va mener à Dos Mares va être imbriquée. Ce n'est pas un projet à droite à gauche. Et c'est, encore une fois, c'est Dos Mares né d'une réflexion artistique. On ne veut pas devenir une grosse machine d'accueil de résidence parce que ce n'est pas que ça qu'on fait à Dos Mares. Et les choses qui nous intéressent, c'est élargir les champs de réflexion curatoriale en s'adaptant et questionnant en permanence l'écosystème de l'art. Et c'est pour ça que pour Laurent et pour moi, notre terrain de recherche en tant qu'artiste curateur, c'est l'écosystème de l'art. Donc on va travailler sur la mobilité internationale, sur l'interculturalité, les rôles de la recherche, pourquoi produire, en quel moment produire, est-ce que produire des connaissances c'est plus intéressant que produire des objets, et à quel moment l'artiste devient un fournisseur d'art, à quel moment il faut savoir arrêter de produire ou de bouger très loin de chez soi. Pourquoi on va amener des objets de l'Atlantique français à l'Atlantique latino-américain. Donc tous ces sujets vont être peu à peu les réflexions qu'on veut développer, ici jusqu'à aujourd'hui, 10 ans après, qu'on a développé des projets de partenariat avec des petites structures, plutôt Project Space en Amérique latine. Et là, en octobre, on travaille avec Las Deudas, les dettes. C'est un collectif qui réfléchit qu'est-ce que c'est l'économie de l'art à partir de dettes. La dette en tant que salarié, les dettes en tant qu'artiste. Et après, on fait un partenariat avec l'ambassade de France à Uruguay pour les prix Jean Mandelo. Donc, c'est des artistes plutôt photographiques qui viennent à travailler à Marseille. Et le Festival international de photographie de Valparaiso, c'est un partenaire depuis longtemps. Et autant qu'artistes français là-bas comme d'artistes chiliens à Marseille. Et là, on développe des projets, par exemple, plus institutionnels, avec un partenariat avec la NSP, dans lequel on fait un accompagnement sur mesure pour des artistes et avec le statut de réfugiés.
Et à côté, des projets au futur de mutualisation des savoirs, c'est comment l'expérience qu'on a développée avec le Festival de photos de Valparaiso, on peut commencer à adapter au territoire dans le nord du Pérou, avec 3 alliances françaises qui développent cette année le deuxième chapitre du Festival Vert Voir. Donc c'est un peu comme ça qu'on va créer Dos Mares et on va parler plus tard, j'imagine, sur les sur-mesures et qu'est-ce que ça veut dire sur-mesure pour nous. Alors merci pour la transition. On peut peut-être presque parler d'ingénierie, non? Comment? On peut peut-être parler d'ingénierie, non, à un moment donné, chez vous? Je ne sais pas. Vu le travail que vous développez avec les partenaires locaux en Amérique du Sud, etc. Oui, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un projet standard quand ce sont des contextes très différents? Déjà, quand on met l'écosystème de l'art de Buenos Aires et à côté, tu mets celui de Valparaiso, ils ne sont pas très loin, mais sont complètement différents. Ou déjà, Valparaiso, Santiago, Chili, on travaille avec l'Angola, il faut savoir quel type d'accompagnement il faut proposer et à quel niveau de la carrière l'artiste y est. Et pourquoi venir en résidence ici pendant 3 mois? Peut-être qu'un mois, ça va être assez raisonnable. Peut-être qu'une résidence de 2 semaines d'une pré-recherche et après 6 mois plus tard, encore une fois, faire une résidence de création. Et c'est comme ça que ça devient plus intéressant. Dos Mares, c'est une petite équipe de fonctionnement, mais on a, dans chaque pays du monde, on a une personne qui fait un repérage de ce qui se passe. Ça veut dire que ce sont des anciens résidents qui ont compris notre façon de travailler. Et aujourd'hui, toute l'Amérique latine a un représentant Dos Mares, parce que c'est un peu les témoins qui disent « Ok, ça c'est intéressant, il faut travailler dans ces pistes, dans ces pays ». Et c'est comme ça qu'on nourrit la réflexion. C'est à travers d'un réseau d'art en commun. Oui, et effectivement, concernant le sur-mesure, alors aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que très peu de structures de résidence ne l'utilisent pas, ce terme. On est sur un développement comme ça de la prise en compte des besoins vraiment de l'artiste pour le développement du projet de résidence. D'où le terme de sur-mesure. Alors, dans le cadre de la pratique photographique, de la même manière pour les commissaires d'exposition, les critiques d'art ou encore les designers graphiques, les besoins sont très spécifiques. Les compétences des professionnels accueillants sont diversifiées et sont mises à contribution de ces projets sur mesure. En fonction de leurs besoins, les artistes peuvent être mis en relation avec des publics particuliers, des entreprises, des associations, des professionnels très diversifiés, etc. Une aide à la production, à la diffusion, à la mobilité, à la professionnalisation, au développement scientifique ou économique, à la communication, à l'écriture, etc., peut être proposée. Alors, comment chacune de vos structures conçoit le sur-mesure? Alors, il nous reste quelques instants avant de laisser la parole à la salle. Si on fait un petit tour de table de vos différentes structures assez brièvement sur la question de sur-mesure, je me permets de poser la question à Bénédicte. Comment est-ce qu'on accompagne un si grand nombre de personnes accueillies, de disciplines, de temporalités si différentes et de lieux de provenance aussi, des artistes aussi diversifiés? Oui, je disais tout à l'heure, on n'est évidemment pas totalement surhumain, donc on n'accompagne pas les 1000 artistes en moyenne qui passent par la cité. En revanche, on va prioriser, mais il y a aussi des... il y a des moyens aussi qui chez nous sont importants et on l'a vu aussi qu'ils étaient efficaces ou en tout cas utiles. C'est donner la possibilité à des artistes et des photographes, je pense notamment à un photographe de Guadeloupe, Cédric Hicham Calvados, qui est vraiment en train de faire son chemin dans l'Hexagone parce qu'il a pu venir à plusieurs reprises depuis 2019 à la Cité internationale des arts. Et donc ça, c'est une manière aussi de pouvoir toujours... le fait de pouvoir revenir, mais aussi d'en partir, permet aussi à l'artiste aussi de faire son chemin et son parcours. On travaille aussi beaucoup en partenariat avec des résidences sur le territoire hexagonal, international aussi, et aussi là c'est l'occasion de pouvoir, quand on réinvite un artiste, de pouvoir aussi
lui faire rencontrer et connaître voilà, d'autres réseaux professionnels, d'autres artistes, d'autres communautés. Je voudrais juste dire qu'il y a Sur Mesure, c'est aussi dans cette espèce d'immense masse qui est cette grosse échelle qu'est la Cité. Je pense qu'on s'inscrit complètement en complémentarité avec justement plein d'autres structures. C'est aussi pour ça qu'on sait travailler ensemble autant que faire se peut avec des partenaires et aussi avec des structures de résidence dont les échelles sont différentes, mais on porte une attention très particulière aussi à la pratique, et la pratique photographique aussi à l'international, et des fois on fait juste un programme qu'on va essayer de reconduire tous les ans, mais pour un seul artiste, et en l'occurrence, là je vous donne un exemple, parce que c'est très récent, on s'en réjouit, c'est l'invitation, on a développé beaucoup de résidences curatoriales, et là c'est l'invitation d'un photographe, commissaire, directeur de festival du Cambodge, Sovan Pilong, qui est également directeur associé du seul festival, avec là encore photo festival, mais qui est un petit peu différent, du Phnom Penh Festival, qui a lieu tous les ans en fin d'année. Festival qui a été porté par Christian Kojol pendant de nombreuses années. Et donc cette année, on a décidé, en partenariat avec l'Institut français du Cambodge, de pouvoir inviter Bilong à Paris. Et ensuite, on va lui dessiner un programme là de repérage dans l'Hexagone, mais il vient en résidence chez nous 3 mois, justement pour, là c'est vraiment pour aussi, c'est pas le même métier que d'être photographe et d'être directeur de festival. Donc là, c'est là-dessus qu'on va associer effectivement des professionnels pour pouvoir l'accompagner au mieux en début 2024. Merci. Philippe, tout à l'heure tu parlais de l'après-résidence, de colloques, d'éditions. Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus, et surtout comment, au démarrage de la résidence ou de la réflexion de l'organisation de la résidence, comment vous préparez l'après-résidence en collaboration avec les partenaires, les publics rencontrés, évidemment les scientifiques qui ont participé au projet? Vaste question. Cette trilogie, je l'ai exprimée tout à l'heure dans l'acte de création. Elles sont trois. Nous sommes un programme très féminin, je tiens à le dire aussi, mais c'est écrit nulle part, mais c'est un vrai engagement de toute mon équipe. Donc ils et elles sont 3 à travailler principalement, mais je vais apporter une nuance tout à l'heure à ça. Et en effet, quelques mois après, il y a des restitutions qui sont différentes. C'est pas le même propos, c'est pas le même discours, c'est pas les mêmes publics. Un colloque, c'est une journée très intense, de discussions croisées, on continue à se poser des questions, ils, les artistes, les scientifiques, etc. C'est intéressant puisqu'il y a des choses qui sont dites dans ces moments de colloque. D'ailleurs, c'est même pas le bon terme, je pense, qui font que souvent des projets qui ont été initiés devant un engagement collectif vont perdurer. Il y a quelques semaines, un astrophysicien, pas n'importe lequel, Sylvestre Maurice, celui qui envoie les robots sur Mars. Il est de Toulouse. Il a été notre parrain pendant 2 ans. Il a dit ceci en ouverture du colloque. Je le dis parce que du coup, ça incarne aussi ce que peuvent être les relations entre les artistes et les scientifiques. Les quelques discussions que j'ai eues avec les artistes m'ont aidé à avoir une perspective sur ce que je fais. Nous, les scientifiques, nous sommes très accrochés à la réalité. Nous sommes des explorateurs, à vrai dire, assez peu rêveurs. Avec eux, sous-entendu les artistes, j'ai retrouvé cette part de rêve. Voilà un acte d'une grande sincérité, des mots d'une grande sincérité, et depuis plusieurs années, ce Sylvestre Maurice, que je ne connaissais pas avant de l'inviter à venir avec nous à la résidence, depuis 3 ans, il accompagne Diana Lui. Diana Lui a fait un travail à Toulouse, essayer de photographier la Lune. Elle s'est rendue compte que c'est très compliqué, voire impossible de photographier la Lune. Sa série s'appelle L'impossible Lune, et depuis 3 ans, ils travaillent ensemble à Los Angeles. J'y suis pour rien, la résidence n'y est pour rien, mais cet acte du commun qui est un colloque fait que 2 personnes qui se sont apprivoisées pendant 2 mois travaillent maintenant ensemble depuis 3 ans. Donc le colloque, l'édition, c'est une autre façon de raconter la même histoire. Et aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, si vous allez sur notre site, il y a aussi un film de création, puisque une année sur 2, nous invitons aussi un cinéaste ou une cinéaste pour qui c'est le premier film, pour faire un 26 minutes, et il et elle racontent ce qu'elle veut.
si ce n'est les trajectoires de recherche, de questionnement de ces photographes en résidence. C'est encore une autre façon de compter ces récits entre photographie et science. Pour aller dans la continuité de ce qu'a très bien exprimé Bénédicte, nous aussi, vous verrez sur le site de la résidence 1+2, on a créé aussi plusieurs formats pour essayer de répondre à ce sur-mesure que tu as évoqué, Anne, plusieurs formats de résidence. Alors, des résidences d'1 mois, des résidences de 2 mois. Là, on accompagne même Marine Lanier dans un projet collectif et régional en Occitanie, en associant le bus espace culturel, l'Ariège, en associant Lectoure, le Gers, en associant Lumière d'encre dans les PO, à Céré. On accompagne Marine Lanier sur la suite de ce qu'elle avait fait lors d'une commande nationale sur les contrebandiers, version Occitanie, version Pyrénées. Là aussi, on a poussé les murs de nos structures respectives pour accompagner un artiste qui avait un projet nous semblant pertinent. Pour moi, c'est aussi ça l'après. Continuer à expérimenter quelque chose qui n'était pas prévu dans le format initial d'un format de résidence. C'est pas toujours évident, mais c'est aussi une forme de dynamisme et aussi de se remettre en cause, puisqu'on ne réussit pas tout quand on gère un programme de résidence. On expérimente tous les jours. Et c'est aussi de ces circonvolutions avec les artistes et les scientifiques que nous, on continue à avancer. Merci. Et Ronald, je te redonne la parole sur un accompagnement là qui, pour le coup, chez vous est très, je dirais, professionnalisant. Oui. Mais pas que. Mais voilà, vous organisez des résidences et des accompagnements professionnalisants sur mesure, je dirais peut-être à la carte. Comment ça fonctionne ? Oui, je crois que pour les sur-mesure, c'est la capacité qu'on a développée depuis 7 ans à répondre aux besoins des artistes. Et c'est surtout ce suivi critique et curatorial qu'on propose, c'est l'axe fondateur de nos résidences. Et je ne sais pas s'il y a l'image. Bon, ça s'appelle la clinique pour artistes. C'est le résultat de quand un artiste arrivait en résidence de recherche, on passait de 2 sessions de travail de 2 heures par semaine à 5 sessions par semaine de 3 heures. Et à ce moment-là, on a dit, qu'est-ce qui se passe là? Et c'est plus la résidence de recherche, ça veut dire qu'il manque des outils pour faire la recherche à cet artiste. Donc, à partir des méthodologies de travail qui existent depuis la prédictature en Argentine et la Clínica de la Obra, on a emprunté ces façons de travailler. Si je peux voir l'image, s'il vous plaît. Si vous pouvez mettre les images. Ces cliniques pour artistes a devenu, à tout début, une façon de travailler très d'artiste à artiste, de curateur à artiste ou de curateur à curateur. Et on fait les choses qu'on développe, c'est des sessions de travail à Marseille. Là, c'est le cas avec un artiste mexicain, Eunice Adorno. Et la vue de son atelier, des open studios, les images qu'on présente ne sont pas spectaculaires parce que Dos Mares ne travaille pas dans la spectacularité. On travaille dans les choses invisibles de l'art, les choses qui sont les vraies fondations. Donc on ne va pas présenter des choses de dingue. Mais c'est surtout voir le processus de comment une clinique pour artistes et éventuellement devient une exposition au Centre culturel Tlatelolco au Mexique. Donc ça veut dire que ça passe de 2017-2018. En 2019, on fait... Laurent et moi, on fait une résidence par an, chaque mars dans un pays d'Amérique latine, et on profite pour faire des suivis de ce qui s'est passé après la période en France. Donc, ça veut dire que cette année, c'était l'Argentine, donc on va rendre visite de tous ces artistes qui étaient chez Dos Mares, et c'est comme ça qu'on va continuer à développer les réseaux, mais surtout l'accompagnement. Et ça, c'est le cas aussi d'un artiste brésilien qui habite en France. C'est la clinique pour artistes en 2019. À partir d'un questionnement qu'il avait sur son projet à ce moment-là. Une invitation en 2020 pour une résidence de recherche à Dos Mares, une petite présentation dans le PAC à Marseille, qui a amené aussi à présenter son travail au Salon de Montrouge. Et je crois que l'année dernière, ou cette année, c'était ici à Palais de Tokyo. Donc, c'est que l'accompagnement vient à être dans une réflexion à longue durée. Ce n'est pas à courte durée, comme on travaille, parce que l'intention de la sur-mesure, c'est la pérennisation du métier de l'artiste. Ce n'est pas nécessairement rentrer au marché. Si tu rentres au marché, génial. Mais comment tu pérennises ton métier dans le marché ou hors marché de l'art. Et c'est ça qui nous intéresse dans la sur-mesure. Et vite fait, pour finir, je vais présenter, c'est la même diapositive. On voit que les résidences internationales enchaînent avec la clinique, qui développe un dispositif qui s'appelle Chômeur.art, qui va développer des réflexions sur l'accompagnement administratif limousine. Et Pop Diplôme, c'est à partir d'une problématique des diplômes Covid
que les étudiants de Beaux-Arts, ils ne sont même pas accrochés les travail. Donc après, on a proposé aux gens diplômés des semaines intensives de travail dans lesquelles on va faire des accompagnements pour un artist talk, un accrochage et des rendez-vous avec professionnels chaque jour de la semaine. Et à partir de ça, on s'est mis en collaboration avec les réseaux École du Sud pour développer Miramar. C'est un réseau de professionnels de l'art dans la Méditerranée, et encore une fois, résidence de profilisation. Donc tout un peu enchaîné de cette façon. Merci beaucoup, Ronald. Je vais laisser la parole à Frédéric qui va pouvoir conclure cette table ronde. Chouette. Alors c'est vraiment voilà, l'idée de laisser la parole à l'artiste justement sur les spécificités alors, de l'artiste photographe. Quelles spécificités retrouve-t-on dans les besoins des auteurices appartenant précisément au champ de la photographie, et est-ce que certaines structures d'accueil donc vont jusqu'à accompagner la diffusion au-delà de la résidence, hors les murs de la résidence? Alors pour les besoins du photographe en résidence, c'est très simple, c'est des besoins de production, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être logé, d'être nourri, et c'est vrai qu'avec la résidence, on n'a pas besoin d'y réfléchir. C'est-à-dire que quand j'allais à New York, j'avais pas besoin de savoir où j'allais dormir, où est-ce que j'allais prendre un train, où est-ce que j'allais manger, parce que en gros, on est servi comme des princes. C'est hyper important pour pouvoir réfléchir exactement à ce qu'on peut faire comme photo, le temps que je vais passer avec les patients sur place. Je ne vais pas m'inquiéter de où est ma valise. Bon, ça, c'est un point extrêmement important. Et après, l'autre point aussi, c'est que la structure d'accueil du résident va pas s'arrêter de travailler parce qu'on est parti ou qu'on a arrêté de produire des images. Notamment sur cette résidence-là, c'est très, très important, et la question s'est posée depuis le début, de l'arrêt des prises de vue. Pour les patients, ça pouvait être extrêmement violent. C'est-à-dire qu'on fait venir quelqu'un, il reste, ça se passe bien, il vient tous les mois, c'est super, puis d'un seul coup, il s'en va, on expose, on ferme tout, c'est sous carton et on n'en parle plus. Donc très vite, on a mis ça sur la table avec les infirmiers, avec la villa. Donc on a produit, l'idée c'était de produire un livre pour qu'il reste une trace. C'est-à-dire qu'un livre, pour un résident, pour un patient, ça va dans la section Beaux-Arts à la FNAC, par exemple. Donc ils sont dans les Beaux-Arts, donc ils sont beaux. Donc quelque part, le livre déjà, c'était une poursuite du travail, c'est-à-dire que le livre va rester ad vitam aeternam. Mais ensuite, la villa a essayé de trouver aussi des moyens de présenter le travail ailleurs. Et elle a discuté, par exemple, avec Simultania, avec Céline Duval, qui, je crois, est dans la salle, a co-produit quelque part l'exposition, a suivi tout ce qui se faisait et nous a aidés. Déjà en nous proposant une exposition, en mettant aussi des fonds pour reproduire les œuvres. Et ça ne s'arrête pas là, parce que Patrick Delin a continué avec son petit bâton pèlerin. Ça va être exposé aussi, le travail va être exposé à Athènes, va être exposé une petite partie à Chalon-sur-Saône, aussi à Carcassonne, au Graphe. Tout ça, c'est la structure d'accueil, c'est pas nous qui le faisons. Et pour nous, photographes, c'est extrêmement agréable de savoir que le travail qu'on a fourni continue. Et encore, je répète, encore pour cette résidence, encore plus aussi pour les patients qui voient que finalement, ils sont exposés un peu partout en France. On a réussi à Strasbourg à faire venir 2 patients, 2 infirmiers, donc, faire des tables rondes, expliquer ce qu'on avait fait pendant cette résidence avec des personnels soignants de Strasbourg. On va faire la même chose à Carcassonne, à Chalon, à Athènes, je ne sais pas. Donc la structure d'accueil, si vous voulez, moi j'ai été... sur 100% du temps de cette résidence, j'étais présent une petite partie. Parce qu'il y a tout en amont la préparation de la résidence, la préparation de la venue de l'artiste, la prise de vue, etc. Et ensuite la suite qui continue, qui est produire les œuvres et les faire connaître à droite à gauche. Donc l'avant, le pendant, l'après. La résidence, ça ne s'arrête pas finalement qu'au temps de présence. Mais ça, je dirais que c'est la vie du photographe. La prise de vue, c'est... un tout petit pourcentage de la production. Il y a tout l'avant et surtout l'après. Merci. Il reste quelques minutes pour un échange avec la salle, ou si les intervenants veulent aussi revenir sur des points particuliers. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a été hyper clair alors.
Bon, s'il n'y a pas de questions, alors merci beaucoup pour ces échanges passionnants. Je vous invite du coup à faire une petite pause Fanny, avant notre... il y a une question apparemment. Un courageux. Ok. Bonjour. Bonjour. C'était pas tellement une question, mais une remarque, et je voulais remercier Philippe Guilloni pour ça. Que souvent dans les résidences, on n'a pas de retour s'il y a un refus. Je sais que ça, vous le proposez. Et je trouve, enfin voilà. Et du coup, je voulais juste ouvrir un peu ce truc-là, parce que je trouve que c'est intéressant pour les jeunes artistes d'avoir un peu des retours là-dessus, surtout les sortants d'école, etc. Pour savoir pourquoi et quelles pistes améliorer pour ouvrir à d'autres projets. Voilà. Je vous remercie de le signifier. Alors, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes de prénom et de nom, en tout cas de visage. Je crois qu'on crée, vous l'avez compris, la résidence 1+2, c'est un programme qui a été créé de nulle part, quelque part. Je crois qu'on crée toujours un programme, un projet à l'aune de son propre parcours. Et quand j'étais photographe, je n'avais jamais de retour sur mes actes et candidatures. Donc, je sais qu'ici, il y a énormément de directeurs, de directrices, de centres qui font des résidences, notamment au sein du réseau Diagonale et en résidence. Je sais que je ne suis pas le seul à prendre ce temps sur une journée, 2 journées, 3 journées et à expliquer pourquoi un jury auquel moi je ne participe souvent pas, sauf en tant que témoin, n'a pas choisi tel ou tel projet pour que les artistes continuent à avancer. Je pense que c'est important. En tout cas, il me semble que c'est notre rôle. Il y a des méthodologies aussi pour ça. Par exemple, il faut demander toujours au lieu dans lequel vous avez candidaté de donner un retour. Normalement, il y a toujours des notes du jury. Et nous, quand on passe d'une vingtaine de candidatures à 200 candidatures pour une autre résidence, c'est très compliqué de donner des retours à tout le monde. Mais on a les notes. Et il y a des artistes qui ont compris qu'il faut faire ces demandes. Et nous, on les fait, ce type de retour. Une autre chose qu'on a implémentée, c'est que si on fait une candidature pour le même lieu de résidence, la première fois, c'est refusé. Bon, j'essaye la deuxième. La troisième, tu décides énormément de candidater. La quatrième, tu ne le fais plus. Donc, une chose qu'on a développée, c'est suivre les 10 dernières candidatures qui nous intéressent. Parce qu'on sait si, par exemple, les projets avec Matadero Madrid en ce moment, il n'y a qu'un artiste qui est en résidence. Donc, on va suivre 10 artistes pendant une durée de 2-3 ans et éventuellement, on va proposer une résidence qui va être adaptée au travail que cet artiste est en train de développer. Donc, c'est une façon d'éviter ces frustrations non-stop dans les appels à candidature. Après, quand on a 200 candidatures et on suit 10, ce n'est pas énorme non plus. Mais au moins, c'est une geste de faire moins des appels à candidature et vraiment s'ancrer dans une continuité de la pratique artistique.